Antivax, anthroposophie, crudivorisme, traditionnalisme religieux. Les dérives sectaires sont multiples et les personnes sous emprise très nombreuses. Aux alentours de 500 000 personnes selon les statistiques. 500 000 personnes donc sous emprise et éprouvées physiquement et mentalement. Comment les sectes, comme on les appelle, ont-elles pu perdurer? Comment fonctionne leur processus de recrutement au sein de ces communautés? Quels moyens l'État et les pouvoirs publics mettent-ils sur la table pour tenter d'enrayer ce phénomène? Différentes problématiques auxquelles ont essayé de répondre l'enquête de Timothée de Roglaudre et Jean-Loup Adenor, auteur de cet ouvrage, Le nouveau péril sectaire, paru aux éditions Robert Laffont. Bonjour Timothée. Bonjour. Alors, hasard du calendrier, la presse nous rappelait la semaine dernière qu'une enquête judiciaire avait été lancée le 3 août dernier à l'encontre de Thierry Casasnovas, gourou du crudivorisme. Serait-ce le signe que l'État et la justice prendraient à nouveau la question des sectes au sérieux? Il ne faudrait pas s'y fier parce que, comme vous l'analysez très bien dans votre bouquin, ça fait plus de 10 ans maintenant que l'État réduit toujours plus les moyens à peau de chagrin pour lutter contre les sectes. Absolument. En fait, dans les années 90, il y a une vraie politique publique française de lutte contre les dérives sectaires qui s'est mise en place. Donc, il y a eu la création d'un premier organisme interministériel qui est devenu la MILS puis la Miviludes, qu'on a toujours aujourd'hui. Et donc la France a gagné une espèce de réputation de leader mondial de la lutte contre les dérives sectaires. Or aujourd'hui, ce qu'on raconte dans le livre, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a eu d'abord une baisse de la vigilance des pouvoirs publics et des médias sur cette question-là. Une des raisons, c'est le fait que tous les moyens se soient concentrés sur la lutte contre le radicalisme islamiste. Il y a d'autres raisons, il y a aussi certains mouvements qui ont mené un travail de lobbying et de changement du paradigme de politique publique sur la question. Et le résultat de tout ça, c'est que en fin 2019, la presse a annoncé la dissolution de la Miviludes, qui n'a pas eu lieu finalement. Mais ce qui s'est bien passé, c'est le rattachement de la Miviludes au ministère de l'Intérieur, alors que jusque-là, elle était placée directement sous la tutelle du Premier ministre. Ouais. Donc le résultat de ça, c'est d'abord une baisse d'effectifs, parce qu'on avait une quinzaine de conseillers. Aujourd'hui, on a 8 agents pour la Miviludes, avec des difficultés à recruter de nouvelles personnes pour des raisons budgétaires. Une baisse du budget de fonctionnement de l'ordre de 35 000 € en 7 ans. Et évidemment, ce changement, en fait, ce rattachement au ministère de l'Intérieur, c'est pas juste une réforme cosmétique administrative. Ça génère vraiment une perte d'autonomie politique, puisqu'il y a des couches administratives en fait, qui s'empilent sur la chef de la Miviludes, qui n'a même plus le statut de présidente. Il n'y a plus de président de la Miviludes, il y a seulement une chef de service. Et la dernière chose qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a aussi il y a eu une espèce d'enfumage politique de la part du gouvernement et notamment de Marlène Schiappa, ministre de la Citoyenneté, qui a repris le dossier en main et qui a communiqué à partir de début 2021, après 1 an et demi de confusion et de silence gouvernemental, qui a prétendu opérer un renforcement de la Miviludes. Et en réalité, quand on regarde les mesures, voilà, les effectifs, le budget, etc., tout ça, toutes ces baisses de moyens n'ont pas été remises en question jusque-là. Et donc c'est en fait essentiellement de la communication, ce supposé renforcement. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment remettre en question la volonté de l'État et du gouvernement actuel de lutter contre les dérives sectaires? Je pense que c'est un sujet qui n'intéresse ni Emmanuel Macron, ni Jean Castex. Enfin, je pense que c'est un sujet complètement périphérique pour eux. Il y a eu des discours sur la radicalisation islamiste, etc. Mais par exemple, on n'a jamais cherché à lier la question de la radicalisation dans les mouvements islamistes à l'emprise sectaire, alors que depuis des années, avant même les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, les acteurs de terrain de la lutte contre les dérives sectaires ont dit qu'il y avait un aspect emprise sectaire dans la radicalisation islamiste, parce qu'on retrouve en fait on retrouve les mêmes critères, et ça aurait dû être un élément de politique publique en plus du renseignement, de l'aspect sécuritaire, etc., qui est aussi un aspect de travail sur cet embrigadement, et ça n'a pas été fait. Justement, puisque tu parles des aspects de l'emprise sectaire, c'est vrai que c'est vraiment
très protéiforme. Vous mettez avec Jean-Loup Adenor beaucoup de cas de figure en perspective. Et du coup, moi, ce que j'avais un peu remarqué dans l'ouvrage, c'est qu'il y a quand même de régulières accointances politiques, déjà. Les sectes ne sont pas neutres politiquement. Et surtout, beaucoup d'accointances avec des groupes catho-ésotériques d'extrême droite, voire les partis d'extrême droite eux-mêmes. Tu t'appuies beaucoup sur les thèses de Stéphane François. Tu le cites beaucoup à ce moment-là du livre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce phénomène? Il prend date dans l'histoire. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que toutes les tendances politiques sont perméables à l'entrisme de mouvements à tendance sectaire. Donc on en trouve aussi malheureusement dans les mouvements écologistes. On pourra en reparler, on a aussi eu des proximités sous ce gouvernement qui est de coloration libérale. Mais effectivement, dans l'histoire de l'extrême droite, et en particulier du Front National, devenu le Rassemblement National, on a une espèce d'alliance un peu opportuniste avec certains mouvements à certaines périodes de l'histoire du parti. La première grande alliance, c'est celle avec l'Église de l'Unification, qu'on appelait la secte Moon à l'époque, qui a été donc créée par un révérend autoproclamé coréen, très anticommuniste, sur lequel les États-Unis s'étaient appuyés en fait, pour lutter contre la Corée du Nord. Et donc Jean-Marie Le Pen, à l'époque, dans les années 80, il admire Reagan, il est très anticommuniste dans son discours, et on le présente à des cadres de la secte Moon. Ce que racontent des archives du Monde, mais que Jean-Marie Le Pen a toujours nié, c'est qu'il y a eu non seulement une alliance politique, donc ça c'est très clair, il y a eu plusieurs députés européens ou candidats aux législatives qui étaient vraiment issus de l'Église de l'Unification, qui étaient des cadres même de l'Église de l'Unification. Et oui, ce qui nie, c'est qu'il y a eu un soutien logistique et financier au Front National à cette époque. Ensuite, cette alliance a été remise en cause, notamment parce que c'était Pierre Sérac à l'époque qui était exaspéré par les sorties antisémites de Jean-Marie Le Pen, donc sur les chambres à gaz, etc. Ouais. Il était aussi exaspéré par la montée d'un courant, justement dont Stéphane François parle souvent, qui s'appelle la Nouvelle Droite. Ouais. Donc avec des figures comme Alain de Benoît, etc., qui en fait a essayé de ressusciter un peu les mythes païens, enfin pré-chrétiens en tout cas, pour créer une nouvelle spiritualité d'extrême droite. Enfin, en gros, c'est une espèce de convergence entre néopaganisme et identitarisme. Et ça, en fait, la secte Moon ne pouvait pas le supporter, parce que c'est quand même un mouvement chrétien de reconquête, enfin pseudo-chrétien, mais voilà. Et après, bon, je ne vais pas tout détailler, mais il y a eu aussi des accointances avec d'autres mouvements. Un des plus récents, c'est la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Oui, ça c'est bien connu. Ça aussi, historiquement, il y a quand même des liens très serrés entre les deux. Absolument. Donc pour rappel, c'est un mouvement qui a été créé par un évêque qui s'appelait Monseigneur Lefebvre et qui a en fait remis en cause les réformes du Concile Vatican II. Qui visait à moderniser l'Église. Donc c'est un mouvement en fait, qu'on qualifie communément d'intégriste, qui mélange une liturgie complètement traditionnaliste, avec la messe en latin, le prêtre qui est dos à l'Assemblée, etc. Enfin, toute la liturgie pré-Vatican II, et des idées d'extrême droite très marquées. Donc notamment, il y avait eu un pèlerinage à l'Île-Dieu sur la tombe du maréchal Pétain. Enfin voilà. Et on sait que des membres de l'extrême droite du Rassemblement National traînent beaucoup à Saint-Nicolas du Chardonnay, l'église où ils prêchent d'ailleurs illégalement parce qu'ils sont censés être excommuniés. Tout à fait, ils occupent cette église illégalement, et c'est vraiment le Gotha de toute l'extrême droite parisienne. Marine Le Pen y a fait baptiser ses enfants. Jean-Marie Le Pen y a passé beaucoup de temps. Et donc, sous Jean-Marie Le Pen, c'était vraiment la fraternité Saint-Pédis, c'était un des mouvements de base du parti.
Ensuite, Marine Le Pen, on le sait, a fait une espèce de nettoyage. En disant qu'on les affiche moins, mais on va quand même Voilà. le dimanche à l'abri des caméras de Alors voilà, Baptiste déjà. Simôme. Et on en trouve toujours dans les conseils municipaux ou régionaux. Localement, on trouve toujours des gens qui se présentent sous l'étiquette Rassemblement National, qui en fait sont issus ou assez proches de la fraternité Saint-Pédis. Ce qui distingue ce genre de secte des autres que tu vas décliner par la suite, c'est que c'est pas forcément une secte dans laquelle on va rentrer dans laquelle on va être recruté. C'est quelque chose qui se transmet un petit peu au sein de la cellule familiale. Et l'emprise, elle est très forte là à ce niveau-là. Ouais, parce qu'en fait, en l'occurrence, la fraternité Saint-Pédis, c'est pas ce qu'on appelle, nous on fait une typologie entre les mouvements isolationnistes et les mouvements expansionnistes. C'est-à-dire, en gros, les isolationnistes, c'est un peu les témoins de Jéhovah ou la communauté, la famille dont on a parlé dans la presse récemment, où en fait les gens vivent entre eux, ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur et en fait ils ne vont pas tenter d'influencer la société dans son ensemble, contrairement au mouvement donc, expansionniste. Et la fraternité est vraiment dans cette optique-là de reconquête, de ramener des valeurs traditionnelles, catholiques, etc. La fraternité Saint-Pédis et son bras politique Civitas ont eu un rôle assez important dans certaines mobilisations anti-vaccins depuis le début de la pandémie. Et en fait, c'est pareil pour les adeptes. C'est pas des gens qui vont vivre en communauté fermée, ils vont vivre dans leur famille, effectivement. Et en fait, toute leur vie va être régie par les abbés de la fraternité. C'est un peu c'est une figure qui est supérieure à celle du père de famille. Ouais. Donc moi j'avais enquêté avec Jade Serrano pour le magazine Néon sur les femmes dans la fraternité Saint-Pédis. Et par exemple, il y a vraiment une hiérarchie patriarcale complètement assumée entre l'abbé qui est vraiment la courroie de transmission de la parole divine, le père de famille, et tout en bas, les femmes et les enfants. Et donc du coup, ça a mené à des situations absolument horribles où certains abbés ont couvert des violences conjugales au sein de couples pour sauver le mariage, etc. C'est une emprise qui apparaît dans la vie quotidienne, mais qui est effectivement un peu plus complexe que les clichés qu'on peut avoir sur le groupe fermé avec un gourou qui est tout le temps sur le dos des adeptes. C'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Évidemment, quand on parle de dérives sectaires, de sectes, de communautés sectaires, on pense comment on est recruté, comment les gens rentrent, comment ça se fait que les gens peuvent à un moment donné baisser leur garde et dire allez, je vais devenir anthroposophe, je vais me plonger dans l'anthroposophie ou dans le crudivorisme. On pourrait s'imaginer que ce sont des gens complètement brisés mentalement, voire peut-être même sous-diplômés, ou enfin je sais pas, ce genre de clichés, de stéréotypes qu'on a très rapidement. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, c'est même pas du tout ça en fait. En fait, c'est vraiment, le phénomène sectaire touche vraiment toutes les classes sociales, avec des degrés différents. Certains mouvements vont cibler plus certaines catégories. Par exemple, la scientologie recrute beaucoup dans les milieux d'affaires ou dans les milieux people, enfin aux États-Unis surtout parce qu'en France ils n'y arrivent pas. Certaines communautés catholiques dont on parle ont ciblé la bourgeoisie catholique conservatrice traditionnelle, quoi, l'électorat de Fillon à l'époque et peut-être un peu de Zemmour maintenant. Voilà, les mouvements New Age ou l'anthroposophie vont plus cibler les classes moyennes, supérieures, urbaines, soucieuses de leur bien-être, etc. Et à l'inverse, on a des mouvements plus populaires dans leur cible, notamment des mouvements islamistes ou évangéliques radicaux qui profitent du retrait de l'État dans les quartiers populaire pour remplacer, en fait, pour jouer un peu le rôle que jouait à l'époque l'Église catholique et le Parti communiste dans les quartiers populaires. Mais alors après, effectivement, ça touche toutes les classes sociales, mais toutes n'ont pas forcément les mêmes moyens de lutter contre l'endoctrinement d'un proche.
Voilà. Et ça, c'est aussi un avertissement qu'on fait dans le livre, c'est que si l'État continue de se retirer de la lutte contre le phénomène sectaire, on risque d'aller vers un modèle à l'américaine où l'État se moque complètement, enfin se lave les mains de ce qui se passe, de l'emprise sectaire en fait, et seuls des cabinets d'avocats, des gens proposent des services extrêmement chers et donc du coup seulement accessibles aux classes supérieures pour essayer de sortir leurs proches d'un mouvement à tendance sectaire. Et ça, c'est un modèle, c'est un modèle quand même assez effrayant, quoi. En fait, c'est ça, hein, ça transparaît un petit peu dans l'ouvrage. C'est effectivement la crainte d'un changement de paradigme dans la considération qu'on en a de ces sectes. Effectivement, aux États-Unis, on joue la carte du libéralisme à tout crin, voire même du libertarisme, genre toutes les idées se valent, chacun son opinion, liberté liberté d'expression, donc ok, scientologie ok, anthroposophie ok et compagnie. Et on a un petit peu ça, on sent ça un petit peu dans le livre, la crainte d'en arriver à embrasser le paradigme américain. On peut dire que c'est des idées qui progressent dans les élites économiques et dans les élites politiques, mais à bas bruit, c'est-à-dire c'est pas des figures, on va pas avoir telle figure du gouvernement qui va dire il faut que la Miviludes disparaisse, etc. C'est des choses qui se font vraiment plus subtilement. Donc on a eu l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, proche de l'anthroposophie. Donc ça, c'était quelque chose qui était su, mais elle a quand même été choisie, elle est quand même restée en poste. Aussi du côté des députés, on a eu en fait ce changement de sociologie où on est passé de gens un peu issus du militantisme politique à des gens issus du milieu de l'entreprise, enfin la soi-disant société civile qui en fait était une société de cadres du privé. C'est aussi une sociologie qui est plus perméable à ces discours, alors pas forcément sectaires, mais plus largement ésotériques, New Age, développement personnel, etc. On a un groupe de députés qui défend la méditation pleine conscience, et notamment à l'école, chez les jeunes. Donc évidemment, c'est pas quelque chose de sectaire en soi, mais certains acteurs de la lutte contre les dérives sectaires alertent sur le fait que ça peut que déjà ça a une origine spirituelle qui n'est pas forcément dite, bouddhiste en l'occurrence, et que ça peut être aussi un terrain de recrutement un terrain d'emprise pour des gourous. Par exemple aux États-Unis, dans les mouvements qui promeuvent la méditation pleine conscience, on a beaucoup d'anthroposophes. Que ce soit la connivence avec les politiques, voire ou simplement leur inaction. L'exemple qui m'avait frappé, c'était ce village des Hautes-Alpes, où là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu tous les différents courants New Age qui passent. Ouais. Dedans, c'est à l'échelle d'un village et il ne se passe pas grand-chose pour lutter contre ce phénomène. Donc c'est un village qui s'appelle Éour, dans les Hautes-Alpes, pas très loin de Gap. Qui en fait dans les années 60-70 était en voie de désertification. Il y avait beaucoup moins d'habitants qu'avant. Et donc, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, il y a une communauté de New Age qui s'appelait Terre Nouvelle, qui s'est implantée en fait, pour repeupler le village. Et donc, elle a construit sa propre contre-société. Et la mairie elle-même a été complètement en soutien. Il y a eu d'abord un éditeur qui s'appelait Yves Michel, qui s'inspirait d'expériences similaires, notamment au Royaume-Uni. Puis Caroline Yaffe, la dernière maire qui a passé le relais aux dernières municipales, qui est... alors elle a un profil assez intéressant parce qu'elle fait vraiment partie des pionniers de cette communauté Terre Nouvelle. Et en fait, c'est la fille de l'ancien patron de Sopiquet, une femme issue de la bourgeoisie urbaine qui est tombée dans cette communauté et qui a utilisé l'argent de son père pour ouvrir une exploitation en biodynamie. Donc la biodynamie, c'est la branche agricole de l'anthroposophie. Elle a mis ses enfants en école Steiner, etc. Et donc elle a été maire de ce village.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en surface, quand on va sur le site de la mairie, quand on lit la presse, etc., on a l'impression que c'est un éco-village. Il y a du maraîchage bio, du recyclage des eaux usées, etc. Et en fait, quand on y va et quand on parle avec des anciens habitants, on se rend compte que c'est ça en partie. Mais c'est pas que ça, c'est un village qui est complètement sous influence du New Age, de l'anthroposophie, où tout le monde se soigne aux médecines parallèles, de la naturopathie un peu classique, ça peut être du chamanisme, ça peut être de l'Access Bars, qui est une méthode inventée par un scientologue américain. Enfin, il y a vraiment une espèce de pot pourri de toutes les tendances New Age. On pourrait se dire ils sont entre eux, ils font leur vie, voilà. Mais bon, déjà pour les enfants, c'est quand même assez inquiétant. Il y a une école qui était labellisée Steiner jusqu'à récemment, où en fait on a, comme dans beaucoup d'autres écoles Steiner, une tolérance envers un laxisme en fait envers la violence entre enfants, parce qu'il y a l'idée que par exemple la cour de récréation reproduit l'ordre cosmique et qu'il ne faut pas la perturber. Voilà, il y a beaucoup de discours sur le karma, la vie antérieure, etc., qui vont justifier des violences absolument oui, c'est ce qu'on dit, horribles. Un des cas de figure justement qui est exposé, c'est un jeune garçon qui a des problèmes psychomoteurs. Ouais. Et comme il a du mal à trouver sa place dans l'école publique traditionnelle, il est mis dans une école Steiner. Et bah, c'est exactement ce qui lui arrive, quoi. Il subit des maltraitances et à lui ainsi qu'à sa mère, on lui répond oui, mais c'est parce que dans une vie antérieure, tu as fait des conneries, c'est un petit peu ça. C'est ça, en fait, c'est assez caractéristique de la manière dont les maires, parce que c'est beaucoup les maires sont recrutés par ces écoles. Et ce qui est arrivé à Françoise Nyssen est assez similaire d'ailleurs. C'est que donc on l'appelle Carla dans le livre, parce qu'elle a voulu rester anonyme. Donc c'est une femme de classe aisée, qui effectivement a un fils dyspraxique et dysgraphique, qui se fait maltraiter par une institutrice dans une école publique. Donc comme beaucoup de mères avec des enfants à besoins spécifiques, elle se met en quête d'une pédagogie alternative, elle regarde un peu Montessori, ça ne lui convient pas. Et donc du coup, elle découvre cette école Steiner en pensant que c'est une pédagogie alternative comme une autre. Et elle arrive, elle voit une école en pleine nature, avec beaucoup de place laissée aux activités artistiques, donc hyper séduisant. Et en fait, elle se rend compte, petit à petit déjà, elle se rend compte de tout l'aspect ésotérique, spirituel qu'on ne lui avait pas annoncé. Les paroles de Rudolf Steiner récitées le matin, la spirale de l'Avent, qui est une fête autour de Noël où on dispose des branches de sapin en forme de spirale et les enfants sont plongés dans le noir. Il y a des bougies sur la spirale et ils doivent tourner autour de la spirale pour découvrir leur vrai moi. Enfin, c'est quelque chose de très ésotérique. Et ça, elle le découvre en fait après avoir inscrit son enfant dans cette école. Et pire que ça, elle se rend compte petit à petit que son enfant est frappé par les autres enfants de l'école, que les parents de l'école le traitent de porc parce qu'il n'arrive pas à manger correctement étant en situation de handicap. Il sera aussi frappé par un professeur de l'école plus tard. Et en fait, pendant des mois, des années, elle essaie d'obtenir des réponses de la part de la direction de l'école, même s'il n'y a pas vraiment de direction dans ces écoles, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Et en fait, c'est le silence complet, ou alors on lui dit « tu dois faire un travail sur toi-même », etc. Jusqu'au jour où elle reçoit la fondatrice de l'école, qui lui dit « écoute, si ton enfant est handicapé et s'il se fait frapper, c'est parce qu'il a commis une faute dans une vie antérieure. Ouais. » C'est quelque chose d'extrêmement violent dont en fait elle s'est toujours pas remise, surtout qu'elle a fait plusieurs années de dépression. C'est ça qui est le plus préoccupant, ouais. C'est que ces recours en justice en plus n'ont pas abouti. Non, elle a eu 5 ans de procédure judiciaire où déjà dès le début le parquet a écarté la responsabilité de l'école.
alors qu'il y avait une autre mère qui était dans le même cas qu'elle, en fait, qui portait plainte. Donc du coup, elle a seulement retenu le prof dans les accusés, quoi. Oui, oui. Le parquet avait requis une certaine peine de prison, etc. Et finalement, il y a eu un non-lieu. Au bout de 5 ans de procédure judiciaire, il y a eu un non-lieu. Donc elle a traversé une dépression, une procédure judiciaire interminable pour finalement avoir aucune possibilité de justice, quoi. En fait, là où le problème réside, en dehors de l'action de l'État, c'est vraiment aussi au niveau judiciaire. Tu t'en parles beaucoup. C'est en fait le manque de l'arsenal législatif pour aussi lutter efficacement contre les dérives sectaires. Il a du mal à se développer et en fait, même tu parles de la définition même du terme de secte ou même de l'utilisation sémantique du terme de secte, on n'arrive pas à se situer. Bah alors effectivement, il n'existe pas de définition juridique de la secte. Et ça, c'est quelque chose qui est assumé par les pouvoirs publics, la Miviludes, etc. Mais en fait, nous, on est plutôt favorable à ça, avec Jean-Loup. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment les comportements dangereux pour les adeptes, donc les dérives sectaires. Mais ces mouvements-là ont le droit d'exister parce qu'on est dans un état de droit. On défend pas le modèle à la russe où les témoins de Jéhovah sont mis en prison ou des choses comme ça. Je pense qu'en France, on a une espèce d'entre-deux assez équilibré entre l'ultralibéralisme américain et l'autoritarisme russe ou chinois sur ces questions-là. Mais par contre, effectivement, il y a sûrement un problème au niveau judiciaire. Enfin, il y a un problème au niveau judiciaire. Alors déjà, il y avait eu en 2001 la loi Abou-Picard qui avait étendu l'abus de faiblesse à l'emprise mentale, plus précisément à l'état de suggestion psychologique. Donc c'était une grande avancée, c'était quelque chose qui devait permettre aux victimes de dérives sectaires d'obtenir justice. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que depuis, il y a des condamnations, mais il y en a très peu. Ouais. Et que notamment, les magistrats ne sont pas assez formés sur la question et ils écartent tout de suite la question sectaire pour se concentrer sur les infractions plus matérielles du type les problèmes financiers, les violences physiques, l'exercice illégal de la médecine, etc. Donc par exemple, je crois que c'est le cas pour Thierry Casasnovas, un des chefs d'accusation, c'est l'exercice illégal de la médecine. Maintenant, il faut voir ce qui va être retenu ou pas et s'il est condamné, est-ce que ce sera pour abus de faiblesse ou est-ce que ce sera pour autre chose Il y a quelque chose qui change beaucoup dans la façon dont les mouvements sectaires peuvent proliférer, c'est que maintenant il y a Internet. Ouais. Il y a Internet, il y a Twitter, il y a YouTube. Justement, on parlait de Thierry Casasnovas. Lui, son terrain de jeu, c'était YouTube. D'autres, par exemple, pour les antivax, c'est Twitter, où ils font beaucoup de prosélytisme. C'est peut-être le moment d'agir, quoi. Bah, effectivement, l'objectif du livre, c'était aussi de montrer comment le paysage sectaire a évolué. Et une des grandes mutations, c'est effectivement cette, on dit, ubérisation du phénomène sectaire, c'est-à-dire le fait que les communautés se forment beaucoup plus en ligne qu'en physique. En tout cas au début, après elles peuvent aussi exister physiquement, et elles se mettent en réseau, c'est-à-dire il y a des gourous qui vont converger sur certains sujets grâce à Internet, et ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour les pouvoirs publics. En fait, ça rend ces mouvements beaucoup plus difficiles à surveiller, et notamment on a un chapitre sur des groupes qui se présentent comme communautés d'éducation financière, qui prétendent apprendre le trading en ligne ou les crypto-monnaies à des jeunes de 16 à 25 ans. C'est un public très très jeune. Voilà, JP Fanguin, salut à toi jeune entrepreneur, c'était un des émissaires de ces mouvements. Et en fait, c'est des communautés qui dissimulent des arnaques, des ventes pyramidales, et qui ont aussi un aspect très sectaire puisqu'elles vont pousser ces jeunes à recruter leur entourage et à se couper de tous ceux qui ne sont pas dans leur mindset, dans leur mentalité d'entrepreneur, etc. Enfin, c'est un truc assez particulier. Et ces mouvements-là, ils n'ont pas d'existence légale.
Ils passent par des brokers pour les crypto-monnaies. Ils sont en fait rattachés à des sociétés aux États-Unis ou à Dubaï, etc. C'est des mouvements qui changent de nom dès qu'ils se font repérer. En fait, ils changent de nom. Et donc là, c'est vraiment particulièrement ces communautés-là très très difficiles à surveiller pour les pouvoirs publics. Et ils sont complètement, ils sont complètement démunis par rapport à ce phénomène, quoi. Quelle perspective? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces dérives? Nous, il y a quand même quelque chose d'assez positif qu'on retient, qui est l'émergence d'une nouvelle génération de citoyens engagés contre les dérives sectaires. Donc je pense par exemple à l'Extracteur qui a fait un travail incroyable sur Thierry Casasnovas ou le collectif Chanology sur la scientologie. Donc des citoyens qui font ça sur leur temps libre et qui en fait font le travail des pouvoirs publics. Et donc c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui émerge pour lutter contre les dérives sectaires, alors que c'était un milieu quand même assez vieillissant. Enfin, par exemple, dans les associations, c'est quand même beaucoup de femmes âgées à la retraite, etc. Le problème, c'est qu'ils font ça bénévolement et que c'est l'État qui devrait faire ce travail-là. Donc, la perspective... J'ai l'impression que dans tous les domaines, excuse-moi, je te coupe, ouais. J'ai l'impression que dans tous les domaines, en fait, les sectes sont là où l'État n'est pas, en fait. Là où il y a des manques, que ce soit en matière de politique publique, d'éducation, de santé, des choses comme ça. Et aussi là où l'État est absent pour lutter contre ces... Absolument, et c'est pour ça que nous, en fait, pour nous, le phénomène sectaire, c'est un symptôme. C'est un symptôme de plein de choses, c'est un symptôme d'une crise de la transcendance, d'un manque de sens, d'horizon commun, etc., d'une atomisation de la société, d'une perte de valeurs collectives, etc. Mais c'est aussi un symptôme de tous les manquements de l'État social. En fait, toutes ces grandes institutions sont déconstruites en fait par l'État néolibéral et que ce soit dans l'éducation en fait où les parents mettent leurs enfants en école Steiner parce qu'il y a des failles dans l'éducation nationale sur les besoins spécifiques des enfants, etc. Ou sur la médecine où en fait il peut y avoir un manque d'humanité chez certains médecins parce que les cadences augmentent. Enfin, voilà, par ce manque d'humanité, on va aller chercher de la bienveillance, etc., chez des thérapeutes alternatifs qui peuvent être des véritables charlatans. Donc c'est aussi une des perspectives à travailler, c'est aussi faire en sorte que quelque chose remplace les mouvements à tendance sectaire, puisque s'ils existent, c'est uniquement pour remplacer un vide. Ouais. Et c'est à l'État de combler ce vide. Exactement. Enfin, ça devrait être à l'État. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Timothée. Merci à toi.